Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les types de fichiers. Dans le texte je vous ai indiqué qu'il existe des fichiers standards, des fichiers, des répertoires ou des dossiers, pour parler franglais, des liens symboliques, des links. Là on va voir que c'est assez pratique pour créer des répertoires, en fait un répertoire qui soit accessible depuis plusieurs endroits. Les tubes, c'est rarement utilisé, mais je crois que en tant que programmeur système et programmeur de script, vous allez certainement en utiliser un petit peu plus souvent maintenant. Puis enfin les périphériques caractères, périphériques blocs, ça c'est pour gérer les périphériques branchés sur vos machines, les disques durs, les claviers, souris, bref, tout ce qui a besoin de communiquer des données. Mais ça sera vraiment rarement utilisé. On va fermer ça. Alors, voyons, j'ai utilisé deux terminaux là. Comme ça, je peux zapper de l'un à l'autre si je veux faire deux choses en même temps. Tout simplement, on va commencer par voir normalement que quand on fait ls-l, on voit le type du fichier qui est indiqué là. Un tiret signifie les fichiers standards, un D directory, d'ailleurs ils sont en bleu, puis c'est tout ce que je vois ici. Ah non, c'est pas vrai, il y a un P ici, il y a un P, il y a un tube, je l'ai appelé tube, donc il est en brun. Et puis, donc c'est un pipe en anglais, donc qui permet de transférer des données d'un programme à un autre. C'est pas tout à fait comme un fichier, parce que normalement un tube ne permet de transférer des données que d'un programme vers un programme. Je ne suis pas certain que le système vérifie bien qu'il n'y ait qu'un seul programme qui tente d'ouvrir en lecture ou d'ouvrir en écriture un seul programme à la fois, donc qui ouvre un tube. Mais enfin, en tout cas, ça fonctionne. Les données ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Alors, si vous voulez des fichiers de type caractère ou bloc, il faut par exemple aller voir dans le répertoire device de votre PC. Vous constatez qu'il y a des blocs en caractères, là il y a des C. Tout ça c'est des fichiers qui vous servent à accéder aux consoles, bref aux différents périphériques en mode caractère. Là il y a des liens symboliques. Et puis là il y a un B, c'est le lecteur CD. Quand on lit sur un CD, on lit un bloc après un bloc, donc par bloc de 512 octets normalement, enfin bref, ça dépend des systèmes. Là c'est nouveau un bloc caractère, chaque fois qu'on appuie une touche au clavier, là c'est envoyé, donc c'est caractère par caractère. Ben voilà, on va déjà passer les fichiers standards, ben vous savez déjà, hein, on peut fabriquer un fichier en faisant touch un fichier, je vais l'appeler xxx, et puis maintenant si je fais ls, ben, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle xxx qui est là. Et puis si je fais ls-l, je vois surtout que xxx il contient 0 et je suis le propriétaire, et puis il a un petit trait ici, hein. rm xxx, et il disparaît. Enfin, on peut les changer de nom, MV pour les modifier, les déplacer ou changer de nom, CP pour faire les copies. Enfin, toutes ces commandes, on y va gaiement, vous êtes censé savoir tout ça. Les liens symboliques et les répertoires. Alors, peut-être les répertoires en premier. Lorsqu'on fait MK dire XX aussi, par exemple, je vois que j'ai XX qui apparaît en bleu, puis il y a un D qui est ici. Je peux faire CD XX, et puis de nouveau, je vois que je suis dans le répertoire XX. Et puis je peux créer des nouveaux fichiers à cet endroit-là. Je peux revenir en arrière de cette façon-là. Puis je peux même éditer si j'ai envie, pour constater que c'est effectivement XX, c'est un fichier. Je fais VI XX, je crois qu'il y a des informations dedans. Donc on voit qu'il y a ça, il y a rien dedans, mais enfin voilà ce que vous avez comme indication, des commentaires déjà, et puis son contenu qui est vide, hein. Maintenant on peut voir un autre qui contient quelque chose. Celui-là par exemple, il contient un fichier qui s'appelle fichier txt. D'ailleurs effectivement, .q, si je fais
ls ce nom du répertoire, j'ai bien fichier.txt à l'intérieur. Il fait qu'ouvrir le répertoire, consulter, voir qu'il y a simplement ça dedans. Puis enfin, le dernier qu'on va vraiment expérimenter, c'est les tubes. Les liens, non, les liens encore. Les liens, alors les liens, on peut faire ln ou bien ln-s. Lorsqu'on fait un ln-s, c'est un lien symbolique vers un répertoire. Les liens, les autres liens normaux sont, allez, on va dire quasiment jamais utilisés. Alors ln-s, si je veux accéder, par exemple, très couramment au fichier, au répertoire qui s'appelle bin, qui contient tous les programmes du système, eh bien, voilà, j'ai tout ça. Pourquoi j'ai fait ls-l au lieu de ln-s? ln-s bin, ah puis il existe déjà. Évidemment, je me suis fait une répétition. Voilà. Donc bin est un lien symbolique, il existe déjà, il pointe vers usrbin. C'est un répertoire qui existe déjà, qui s'appelle usrbin, puis bin ne fait rien d'autre que d'aller dans le répertoire usrbin. Donc si je fais cd bin, eh bien en fait je pense que je suis dans le répertoire prog bin, mais en fait en réalité je suis dans usrbin, n'est-ce pas, puisque c'est un lien vers un autre répertoire. Mais c'est caché à l'utilisateur. Lui, l'utilisateur, il ne voit pas où il est réellement, il pense être ici. Si je tape effectivement pwd, il me dit que je suis dans home prof prog bin, alors qu'en fait je suis dans usrbin. Bien, maintenant les liens symboliques peuvent se détruire. Si je fais ls, je vois que j'ai mon bin qui est là. Si je fais rem bin, ça le détruit. Remarquez que pour détruire un répertoire, je dois faire rmdir, alors que pour faire détruire un fichier, je fais rm. Comme c'est un fichier, ce n'est pas vraiment un répertoire, mon lien symbolique, je le détruis avec rm et non pas avec rmdir. Voilà, puis enfin les tubes. Alors pour les tubes, vous devez faire mk FIFO. FIFO, c'est first in, first out. C'est une abréviation en anglais, first in, first out. Première entrée, première sortie. Ça signifie qu'en fait c'est un tube. Tout ce qu'on entre dans le tube va ressortir à l'autre bout. Et puis on peut consulter les données. Alors je fais un autre tube qui s'appelle T2. Et puis ls-l, j'ai tube et j'ai T2 qui sont des fichiers. Ils contiennent toujours 0 en fait. Hein. Ils sont vides tant que je ne vais pas écrire dedans. Et puis quand je vais écrire dedans, eh bien c'est simple. La taille ne va pas augmenter parce qu'en fait le système stocke en mémoire temporairement ce qu'on imprime. Et puis surtout il attend qu'un autre programme consulte les données. Alors, c'est ce que je vais faire avec les deux terminaux qui sont là. Par exemple, si j'écris dans le tube, j'écris ls, puis je mets la sortie dans tube. Ah, j'ai reçu un message. Et ben voilà, ça devrait marcher. Et puis, pourquoi il ne se passe rien? Ben parce que le contenu de la commande ls, disons le résultat de la commande ls qui doit s'afficher dans le tube, ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas un autre programme ici qui par contre consulte le fichier. Alors je peux consulter tube et puis l'afficher à l'écran. Ah bah voilà, au moment où je consulte le contenu de tube, je l'affiche à l'écran et lui il m'a rendu la main, c'est-à-dire que l'affichage de toute la commande ls est terminé. Et donc les deux terminaux sont synchronisés, on va dire. Tant que les données ne sont pas lues ici, lui, il attend. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire ici, 4 tubes en premier, il attend. On a perdu la main dans ce terminal. Et puis, à ce moment-là, ici, on peut faire de nouveau ls, envoyer tout dans tube. Et au moment où je fais Enter ici, les données apparaissent. Bon, j'ai pas de chance. C'était dans la fenêtre qui était cachée, pas de chance, mais ça apparaît immédiatement là. Voilà, je crois qu'on a expérimenté le tout. On n'a plus qu'à passer le générique.